Bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Aujourd'hui, rencontre avec des maîtres de sagesse, l'arbre. Bonne écoute. Bon, eh bien, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Effectivement, comme l'affiche l'indique, dans le cadre de cette journée mondiale de la philosophie, toutes les années on fait des activités, cette fois-ci c'est un peu particulier. On a décidé de toucher le thème des maîtres de sagesse. Bon. Thème difficile. Il y a certaines époques où l'idée de maître de sagesse était commune. Ça ne posait pas de problème. Évidemment, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un maître de sagesse? Alors, déjà, la première réponse que je peux donner, c'est pas moi. Ce qu'est un maître de sagesse, pas moi. C'est clair. Sinon, on pourrait se dire que ça c'est une publicité pour soi-même, pas du tout. Mais par contre, on peut se poser la question, et si ça existe, des maîtres de sagesse, à quoi ça sert? D'abord, qu'est-ce que c'est, maître de sagesse? Dans l'idée que l'on peut en avoir, simplement, c'est une conscience qui, quelque part, est connectée à quelque chose que l'on peut appeler la sagesse. Évidemment, ça ne fait que de pousser la question, c'est quoi la sagesse? Je crois que chacun d'entre nous, nous avons une bonne idée de ce que peut être la sagesse en regardant le monde dans lequel on vit. Les valeurs qui sont celles auxquelles on aspire. Par exemple, la compassion, l'amour, le respect. Et toutes ces valeurs qui sont les valeurs qui font partie des chartes. Les chartes, elles, font partie de livres. Les livres font partie de bibliothèques. Les bibliothèques font partie des caves ou des greniers pour qu'on les oublie. Mais nous sommes tous avec cette aspiration-là. L'humanité. C'est-à-dire un humanisme, finalement. Pourquoi vivre en guerre? Pourquoi détruire ce qui nous entoure? Bon, mais l'idée qu'on en a, c'est à l'envers. On préfère un monde de paix, un monde de compréhension, un monde d'amour, et puis un monde aussi où on apprend quelque chose. Parce qu'aux interrogations fondamentales, pourquoi est-ce que nous sommes là? C'est quoi le sens de la vie? Est-ce qu'il y a une certaine destinée? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois révéler en moi-même? Quel est mon rôle au sein de la société, au sein de l'histoire? Suis-je là simplement pour manger, dormir, boire et j'en passe? C'est-à-dire pour jouir de l'existence en attendant que la mort vienne me prendre? Ou est-ce que nous avons quelque chose qui est à faire? Est-ce que l'humanité a une destinée? Est-ce que l'humanité est quelque chose qui est un acquis immédiat ou c'est quelque chose qui se construit? Et si cela se construit, avec qui? Avec nous. Donc je crois que l'idée de la sagesse, même si ce n'est pas vraiment très précis, une sorte de définition dans un dictionnaire qui suffirait à tout le monde, on a quand même un bon sentiment de ce que ça peut être, la sagesse. Alors, maître de sagesse, des consciences qui sont connectées à cela, des consciences avec lesquelles on peut apprendre, finalement. L'idée du maître n'est pas l'idée du professeur. Donc, je veux simplement le ressouligner d'une façon rapide, parce que ce n'est pas le thème non plus de développer ça. Mais il y a un bon exemple qui est un peu allégorique pour ça, qui nous dit, supposons que nous soyons dans une salle de cours, une salle de classe, un lieu où normalement on est là pour apprendre, et où un élève pose la question au professeur, quelle heure est-il? Et le professeur de répondre, en regardant la montre, il est 8h moins 20. Voilà le lien professeur-élève. Le lien maître-disciple, à la même question, est un peu différent. Lorsque l'individu pose la question, quelle heure est-il? S'il reçoit une réponse, ou si elle reçoit une réponse du type tu as une montre, ça, on est dans la ligne maître-disciple. Ce que Socrate appelait la maïeutique. L'art et la science pourra faire sortir de l'individu cette connaissance qui existe à l'intérieur de lui-même. Évidemment, c'est une vision spiritualiste. Parce que dès qu'on a l'idée comme quoi chaque individu peut avoir à l'intérieur de lui-même potentiellement une connaissance, ça ouvre une vision qui est une vision qui répond à la philosophie spirituelle et pas à la philosophie matérialiste. Dans la philosophie matérialiste, c'est différent. Bon. Donc c'est ça notre objet. Notre objet, c'est rencontre avec des maîtres de sagesse. Mais s'il y a certaines époques, c'était un acquis,
Bon, mettons, en Grèce ancienne, les gens qui allaient à l'académie, l'école de Platon, allaient rencontrer le maître Platon. Pour eux, c'était comme ça. Mais si, pour d'autres, non, Platon ne représentait pas véritablement le maître qui les intéressait, c'était un maître pareil. Mais m'intéresse pas trop. Par contre, il y en a un autre qui m'intéresse. Alors, il y a plein d'autres écoles de philosophie. Mais en Inde, c'est pareil. Il y a 7 grandes écoles dans l'histoire de l'Inde de philosophie, dans lesquelles il y a une série de maîtres aussi qui existent avec des perspectives qui sont différentes et complémentaires. Mais aujourd'hui, l'idée du maître de sagesse, déjà maître d'école, et aussi maître d'université, écoutez, encore, il n'y a pas si longtemps que ça, dans une université, j'ai vu une grande affiche qui disait, avec un site internet et autres, pour que les étudiants évaluent le professeur. Et évaluent les cours. Alors, il y a une situation qui est un petit peu paradoxale. Parce que non, ce qu'il faut que l'étudiant évalue, c'est lui-même. C'est dans sa façon de faire, dans sa façon d'être, de se développer, mais d'évaluer le professeur, c'est quand même un peu spécial, à moins d'être un super professeur. Étudiant en même temps et super professeur. Pour être capable de juger le professeur. Moi qui suis étudiant et qui peut-être peut aspirer à arriver à l'étape du professeur. Enfin bon, c'est comme ça. Mon point ici n'est pas véritablement de toucher ça, simplement de dire qu'aujourd'hui, gourou égale secte. Gourou, secte. Simple. Alors, l'idée de maître de sagesse, comment? C'est de la prétention, c'est ceci, c'est cela, donc on n'a pas. Alors on est un peu perdu là. Parce que je crois qu'on a besoin d'être orienté. L'Orient, orientation, Orient, le lieu où le soleil se lève, à l'est, qui apporte la lumière, tout ça, il y a une symbolique, on a besoin d'être guidé. On a besoin de pouvoir se référer à des gens. Je veux apprendre à faire de la cuisine, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un qui sait faire la cuisine. Je veux apprendre la danse, j'ai besoin de trouver un professeur de danse ou une professeure de danse. Pour tout, on a besoin de se connecter à une connaissance qui a du poids, connaissance qui a des racines, racines. Bon, enfin, connaissance qui a un terreau, une terre, connaissance qui a l'expérience, connaissance qui a une charge. On est obligé de faire ça. Mathématiques, c'est pareil. On a appris à compter de la même manière. On a appris à compter avec quelqu'un qui savait compter. On a appris à faire la cuisine avec quelqu'un qui savait faire de la cuisine. On a appris ainsi de la musique avec quelqu'un qui sait faire de la musique. On voulait jouer du violon, on a trouvé quelqu'un qui sait jouer du violon, etc. Et dans tous les domaines. On a envie d'aller acheter de la viande, on va aller chez un boucher. On veut acheter des légumes, on va aller dans un endroit où il y a des maraîchers. Donc il y a toujours une expérience qui existe, et quand on parle de maîtrise, maîtrise, c'est pas simplement pour la sagesse, c'est pas simplement pour la spiritualité, par exemple. C'est dans tous les domaines. Sauf que les grands exclus, là, c'est les maîtres de sagesse. Bon, alors nous, on est un peu mal pris parce qu'on va dire rencontre avec des maîtres de sagesse. Bon, mais il faut en trouver un. Alors, la semaine dernière, on a trouvé la nature. Et on s'est appuyé sur ce livre que j'ai cité déjà dans la conférence précédente, qui est un livre de Pierre Hadot, et qui s'appelle Le voile d'Isis. Isis, c'est pas l'Isis des situations politiques contemporaines, vous savez, c'est Isis, la déesse Isis de l'Égypte ancienne, enfin, etc. Et c'était la nature. Alors là, la nature, bon, avec sa complexité. Nous, ce qu'on appelle la nature, c'est pas elle qui a dit hey, psst, appelez-moi nature. C'est pas elle non plus qui a dit, vous savez, je suis constitué de plusieurs règnes. C'est nous qui avons dit règne. Minéral, végétal, animal, humain. Donc une complexité, c'est une complexité. La nature est complexe. Et elle est aussi capable de travailler avec la complexité. Ce que nous avons quelques difficultés, surtout à l'heure actuelle. On pense plutôt couper, séparer, simplifier, et on a du mal à relier les éléments. Bon. Donc ce qu'il disait ici, un aphorisme hante la philosophie occidentale, celui d'Héraclite, qui veut que, et ça c'est une de ses maximes, la nature aime à se voiler.
La formule déployée par Pierre Hadot dans l'histoire de l'Occident aura justifié par suite de contresens créateurs l'attitude prométhéenne, Prométhée, je pense que tout le monde a entendu parler de Prométhée, l'attitude prométhéenne, l'homme doit se rendre maître et possesseur de la nature. Ça c'est très contemporain. Hein? La nature est une chose dont il faut se rendre maître, hein, la posséder et l'utiliser. On voit les résultats de nos jours. Comme l'attitude orphique, Orphée. Hein? Nul ne peut soulever le voile des mystères de la nature, sinon le poète et l'artiste. Alors c'est un très beau travail d'histoire de l'idée de nature depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Un travail de philosophe et d'historien, très intéressant. Hein? Bon, mais ce n'est pas le thème de ce soir, c'était la semaine dernière. Mais moi je vous donne une référence, si vous voulez. Le livre est là, vous pourrez le regarder un peu plus tard. Bon, alors donc, à défaut de maître de sagesse, parce que si on en prenait un, mettons, dans l'Antiquité ou autre, il devient, ou elle deviendrait un peu comme un professeur. On s'est dit très bien, on va aller plus spécifiquement l'arbre. On dit que l'arbre, enfin, je dit que l'arbre est un maître de sagesse. C'est-à-dire, il faut lui mettre la camisole de force. Hop, parce que là, il y a un glitch dans le cerveau. Là. Je prétends que l'arbre est un maître de sagesse. Comme on ne peut pas les trouver ou ils ne sont pas reconnus dans des grands noms, donc voilà, l'arbre. Au moins là, l'arbre n'a pas été catalogué pour une doctrine platonicienne, une doctrine orientale ou d'extrême orientale ou tout ce que tu veux, il n'a pas été critiqué. On le découpe en morceaux, on en fait des bûches, on en fait des planches, on en fait des poutres. Bon, mais ça va. On n'en parle pas du point de vue de sa sagesse. Donc la prétention, elle est là. Alors, on va travailler ensemble. Je prétends que l'arbre est maître de sagesse. Bon, ben, je vais essayer de voir ça avec vous. On va faire quelque chose d'interactif. Ça va être difficile parce qu'il va falloir écouter, je vais trouver des éléments, donner des éléments, et puis je vais vous demander, est-ce que vous retirez quelque chose de ça? Est-ce que de cela, il y a une sagesse qui pourrait être retirée et utile pour nous, en tant qu'individu, en tant que collectivité, par exemple? On va voir, peut-être que non. À la fin de la conférence, vous allez réussir à me convaincre, mais avec raison, avec logique, que non, l'arbre, c'est simplement qu'une chose végétale de laquelle on n'a rien à retirer, sinon les ennuis qui nous donne l'automne, parce qu'avec toutes les feuilles qui tombent, il faut ramasser les feuilles, et puis sinon, quand il est mort, là, il est intéressant, parce qu'il nous donne des bûches pour se chauffer l'hiver. Dans ce cas-là, je vous remercierai beaucoup de votre présence. Vous aurez payé cette conférence pour m'enseigner et m'éclairer à moi que l'arbre n'est pas autre chose qu'une plante, disons, une chose végétale. Alors on va voir. Donc ça va être interactif, hein. Je vais vous demander de l'attention. Hein. Bon, le problème qu'il y a, c'est que quand on s'approche d'un arbre et qu'on lui pose la question, il ne nous répond pas. C'est embêtant. Pourtant, il est vivant. Il bouge. Il croît. Et il y a beaucoup d'essences différentes. Mais on a beau changer d'essence, un chêne, un peuplier, un érable, un baobab, peu importe, on pose la question, on n'a pas de réponse. Alors, il faut qu'on trouve des interprètes. On dira des avatars. Hein, les avatars des arbres de sagesse, hein, c'est-à-dire des interprètes, des messagers. Le sens d'avatar, c'est dans le sens sanskrit, c'est-à-dire du messager. C'est-à-dire que l'interprète, un peu comme un musicien ou un ensemble de musiciens, interprète une partition d'un créateur. Alors tout est écrit et bon, ils vont interpréter cela. Donc on se retrouve avec une interprétation, mais qui n'a pas comme but de dire « Oh, moi l'interprète, t'as vu comme je suis bien ». Sinon qu'au travers de l'interprète qui se cache, qui se disparaît derrière le fait de jouer l'œuvre, se trouve une communication avec le message, avec la création originale. C'est ça qui donne un bon interprète. Hein?
même si peut-être on n'a jamais entendu une musique telle que le créateur l'a pensée. Hein. C'est aussi quelque chose d'assez intéressant, la richesse de toutes ces expériences-là. Alors on a cherché un interprète, on en a trouvé un. Et il est là. Il s'appelle David Suzuki. Vous voyez le titre, L'arbre, une vie. Un excellent livre. Vous connaissez David Suzuki, j'imagine. Le pauvre. Quand je dis le pauvre, c'est que tout son combat qu'il a mené, mais qui continue avec la fondation Suzuki, est un combat où, avec tous les éléments qu'il a pu apporter, et avec d'autres, normalement il devrait y avoir un courant beaucoup plus fort d'individus conscients qui rentrent en action pour ça. Et il y a une préface d'Hubert Reeves. Alors évidemment je ne vais pas lire le livre, mais j'ai fait une sélection, qui est une sélection de passages. Ce que je vais faire, c'est que je vais les lire, ces passages, tranquillement, un à un. Vous allez les entendre, ils ne sont pas des passages trop longs. Et ce que j'aimerais de vous, c'est que vous me disiez si oui, il y a là quelques phrases de sagesse, quelques idées qui se rapportent à la sagesse. Alors quand même, on n'est pas très nombreux, c'est pour ça que cette façon-là de faire dans l'interaction peut être intéressante, mais pas tous. Il faudra que les premiers qui veulent dire quelque chose le disent. On ne peut pas passer par tout le monde. Sinon, on n'en finit pas. J'ai 11 passages. Donc, si 11 passages avec le nombre de personnes, 1 minute chacun, bon, on va sortir les licans parce qu'on va passer la nuit. Je vais commencer par la présentation à l'arrière. L'arbre, une vie. Simplement comme présentation, là, c'est pas comme un extrait où on va devoir y réfléchir. Comme tous ses congénères, cet arbre, parce qu'il parle d'un arbre, mais qui généralise aussi l'ensemble des choses, comme tous ses congénères, cet arbre a tissé des liens riches et complexes avec la communauté des êtres vivants qui l'entourent. Depuis les champignons et les lichens, jusqu'aux grands pics à la chouette tachetée, aux cougars, aux grizzlies et aux saumons. Tout ça, c'est à l'intérieur. Ce seul arbre nous relie à l'atmosphère, aux richesses du sous-sol et aux océans. Il nous rappelle les origines de l'univers, tout en nous projetant vers l'avenir de la planète. Vous voyez déjà l'idée ? Les origines de l'univers, l'avenir de la planète. Donc déjà rien que ça, wow. Le monde végétal ou l'arbre, il a son rôle à jouer, il y a quelque chose là. C'est-à-dire qu'il est ancien et il projette vers l'avenir. Donc on est tous dépendants de lui. Vous savez qu'il y a des arbres qui ont, certains arbres ont comme âge pas simplement que 2 ou 3 siècles, 5 siècles, 6 siècles, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans d'âge. Donc ce sont des témoins de l'histoire, comme on peut difficilement en trouver dans le règne humain. Et puis, encore comme introduction, avant de rentrer dans le premier texte, je vais vous lire la préface, un élément de la préface de Hubert Reeves. 2 éléments. Bon, le premier est le suivant. Le culte de l'arbre est présent dans un grand nombre de traditions. Des essences aussi différentes que le chêne, le frêne, l'olivier, le Cryptomeria japonica, ont fait l'objet de vénération dont certaines formes perdurent. Certains arbres sacralisés, Yggdrasil chez les Scandinaves, si vous faites un peu de mythologie, d'histoire des civilisations, vous savez de quoi on parle, ont été immortalisés par des œuvres artistiques comme la tétralogie de Wagner. Vous connaissez la civilisation celte, il y a tout un calendrier qui relie l'espace et le temps, qui est utilisé dans la civilisation celte et qui est le calendrier des arbres. C'est pas mon but ici de faire la liste de tous les arbres que l'on connaît et qui ont été véhiculés dans l'histoire de l'humanité au travers du symbolisme. Il suffit de penser à l'arbre cosmique, il faut penser à l'arbre de la sagesse, justement. Et puis bientôt, là, on arrive à une célébration où on ne sait plus trop comment il faut l'appeler,
Vous savez, avec l'autre là qui a un rire un peu typique. En décembre, fin décembre. Vous voyez de quoi je... Comment vous l'appelez, vous, ce moment? Hein? C'est quoi? C'est Noël. Noël. Je ne sais pas si on a le droit de dire Noël, c'est religieux ça. Faire gaffe, hein. Donc il faut faire autre chose, là, c'est quoi? Santa Claus. Voilà, ça c'est mieux, Coca-Cola, il a son rire tout à fait inspirant, qui est comme un logo phonique, tout le monde se précipite, ça c'est vraiment bon ça. Hein, comment on va l'appeler? Je ne sais pas comment on va l'appeler. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise, hein. C'est dangereux ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que normalement il y a un arbre là, hein, le sapin. Le sapin de ce moment-là. Quelqu'un dit solstice, oui, c'est ça. Hein, c'est ça l'ancienne tradition et la tradition du solstice. Parce que même dans la tradition chrétienne, le petit qui est né n'est pas né là. Il n'est pas né à Noël, il est né à Pâques. Et même encore, quand on regarde s'il est né à Pâques, ben non, il n'est pas né à Pâques, il est né ailleurs, on ne sait pas quand est-ce qu'il est né. Donc ensuite, on a pris ce moment-là pour relier à une vieille tradition, qui est la tradition du solstice d'hiver, où là, nous le vivons tous les jours. Ça, c'est une réalité objective et qui est céleste, cosmique. Au solstice d'hiver, c'est la nuit, non, la plus longue et le jour le plus court, mais c'est fini. C'est-à-dire, cette nuit-là, ça va changer. C'est-à-dire que le jour va se mettre à grandir. Et c'est le réveil de la lumière. C'est pour ça qu'on fait le réveillon. Réveillon, réveil. Hein, bon. Mais ce n'est pas le but là, de parler de la symbolique de Noël. La seule chose qu'il faut noter, c'est qu'à une certaine époque, cet arbre cosmique qui représentait le cosmos, on lui mettait des éléments symboliques du cosmos. Mais maintenant, ben non. Alors c'est des arbres thématiques. Vous avez vu les arbres thématiques de Noël? Par exemple, il y avait un arbre thématique, c'était l'arbre ordinateur. Alors il y avait des touches de clavier, il y avait comment on appelle, des disquettes rondes, carrées, etc. C'était l'arbre ordinateur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il ne faut pas le faire au détriment de l'autre arbre, qui est l'arbre cosmique, dans lequel il y avait toute la nature terrestre et la nature céleste. C'est-à-dire qu'il y avait encore une possibilité d'être en contact avec d'autres dimensions que les simples dimensions visibles. Alors, toujours dans la préface, il dit ceci. Au Québec, le film L'erreur boréale, que j'imagine tout le monde a vu, du chanteur Richard Desjardins, a révélé des connivences entre des entreprises et des politiques dans les coupes à blanc des forêts septentrionales. Depuis quelques années, la préservation de ce qui reste de la forêt mondiale est devenue un sujet de grande préoccupation. Elle fait l'objet de nombreuses mobilisations un peu partout sur la planète. Conscient de l'importance du rôle des forêts dans la survie de notre espèce humaine, l'importance du rôle des forêts dans la survie de notre espèce humaine, c'est une réalité. Hein. Des jeunes gens s'enchaînent aux arbres pour dissuader des bûcherons. Il importe aujourd'hui de porter sur l'arbre un regard chargé de la même antique vénération, dorénavant rationnellement renforcée par les connaissances acquises grâce à la science. Déjà là, avec ce qui vient d'être dit par Hubert Reeves, pour ça que je pense si je prends un livre de quelqu'un que personne ne connaît, qui est donc quelqu'un qui écrit la préface que personne ne connaît, il faut donner de la caution. Non. Hubert Reeves, c'est quand même une certaine caution. Et puis David Suzuki aussi. Donc là, on a déjà dès le départ quelque chose qui est important. L'ancienne vénération. La vénération n'est pas l'adoration. Il ne s'agit pas d'adorer un chêne, mais de vénérer l'arbre, oui, de vénérer la nature, oui. La vénération implique une compréhension et une connaissance de ce à quoi on se réfère. Alors voilà, pour mon petite introduction. Alors maintenant, on va attaquer l'interaction. Je vais vous lire un premier passage qui est... voilà, c'est ça. Oui. Bien. À vous maintenant, vous écoutez, et puis vous me dites si on peut retirer de ça, de la vie de l'arbre, hein, l'arbre une vie, de la vie de l'arbre, quelque chose qui peut être inspirant pour nous en tant qu'êtres humains. D'accord? On fait cet exercice, on essaye. Il va y en avoir 11. Enfin, on va essayer. J'y vais.
Il reste qu'attendre que des mutations se produisent est un moyen à la fois lent et arbitraire de faire progresser la vie. L'évolution s'est cependant considérablement accélérée avec l'invention de la sexualité. La reproduction sexuée est, sans contredit, beaucoup plus efficace que les autres types de reproduction, car, entraînant un mélange et un brassage génétique qui créent de nouvelles combinaisons, quasi innombrables, elle augmente considérablement la probabilité d'obtenir une formule génétique qui confère un léger avantage. Incidemment, la reproduction sexuée entraîne aussi la nécessité de la mort. Quand une cellule se reproduit de manière non sexuée, comme c'était le cas du vivant au cours des premiers millions d'années, en croissant et se scindant en deux, les deux cellules filles sont identiques et semblables à la cellule mère qui leur a donné naissance. L'habitat demeurant inchangé, les trois cellules, la mère et les deux filles, ont la même chance de survie. Chaque cellule est essentiellement immortelle, puisqu'elle peut continuer de se scinder en deux indéfiniment. Toutefois, quand il y a deux parents, la quantité de résultats possibles augmente exponentiellement, ce qui signifie que le nombre de combinaisons génétiques produites dépasse largement le nombre de combinaisons qui peuvent survivre. Est-ce qu'on peut retirer quelque chose de ça? Et si oui, quoi? C'est évident, la supériorité du mâle sur la femelle. Ou peut-être que d'autres vont dire, mais non, la supériorité de la femelle sur le mâle. Non? C'est assez intéressant. Il y a deux éléments qui sont intéressants. Premièrement, c'est l'accélération de l'évolution par la reproduction sexuée, c'est-à-dire par la polarité. Par le mariage de deux polarités qui, par le croisement, peuvent générer de multiplicité de possibilités d'évolution. Déjà, c'est déjà assez intéressant, surtout si on pense qu'on est parfois dans des conflits. Quand je dis parfois, je me retiens. Oui, il y a cette espèce de conflit entre les polarités. Alors, avec des idées qui sont des idées du type, il faut qu'il n'y ait pas de sexe. C'est l'unisexe qui va d'une façon assez différente avec au contraire la sexualité. C'est-à-dire qu'il y a la polarité plus, la polarité moins, mais pas dans le sens d'une analyse péjorative. Très intéressant parce que ceci est une donnée qui est une donnée de science. Et une accélération qui est une accélération au niveau de l'évolution, au niveau du progrès, du développement, dès l'instant qu'il y a cette invention de la sexualité. Le problème, c'est qui a inventé la sexualité? D'où ça vient? Ça, c'est une autre donnée, ça. On a dans les textes, qui sont les textes philosophiques plus spirituels, des éléments concernant cela, dans une certaine histoire de l'évolution de la conscience. Bien, alors celui-là est un petit peu difficile, je reconnais. On va aller tout de suite au numéro 2, où là peut-être vous allez retirer des choses. C'est les pages. Ah oui. Bien. On nous parle d'une activité chimique qui est le propre du monde végétal et qui est la photosynthèse, que tout le monde connaît, la photosynthèse procédant par la chlorophylle. Cette activité chimique nécessite de la lumière. Et toute lumière vient du soleil, qui, bien qu'il se trouve à 150 millions de kilomètres, fournit à la Terre de l'énergie au rythme stupéfiant de 215 et puis un certain nombre de zéros. De calories. Et c'est 215 et puis 15 zéros. Si vous le marquez vous dans le truc, vous allez voir, 15 zéros de calories à la seconde. Pas mal. Quand on cherche des sources d'énergie, là on a une, c'est 215
Alors ça fait des mille, des millions, des milliards, des millions, des milliards. C'est 215 milliards de millions de calories à la seconde. De quoi allumer une cigarette. Hein, avec une petite loupe. La plus grande partie de cette énergie ne servira pas à la photosynthèse. Elle tombera sur le sable des déserts, sur le flanc des montagnes, sur les calottes glaciaires des pôles ou sur notre peau. Mais une fraction suffisante, un minuscule 1% est utilisé par les plantes pour garder la planète en vie. Voilà. Deuxième partie de la même extrait. La seule différence entre les deux formules structurelles, on est en train de parler de la chlorophylle et de l'hémoglobine. La seule différence significative entre les deux formules structurelles est la suivante. Le cœur de chaque molécule d'hémoglobine est un atome de fer, tandis que dans la chlorophylle, il s'agit d'un atome de magnésium. Alors que la chlorophylle est verte, parce que le magnésium absorbe tout, hormis le spectre vert, c'est pour ça que c'est vert, c'est-à-dire la couleur qu'on voit, c'est qu'elle ne veut pas, c'est elle qui n'assimile pas. Le sang est rouge parce que le fer absorbe tout à l'exception du rouge. La chlorophylle est un sang vert, elle est conçue de manière à capter la lumière, le sang est conçu de manière à capter l'oxygène. On a quelque chose à retirer de ce qu'on vient de dire? D'après vous? Numéro 2. Le lien qu'il y a entre la chlorophylle et puis le sang. C'est pareil, c'est la même chose, sauf ce petit atome qui est au cœur. Donc quand le soleil qui donne la vie, comme il vient d'être expliqué, présenté au monde végétal, et qu'en même temps le sang est une structure qui est quasiment identique, qu'est-ce qu'on peut retirer de ça? Qu'on est dépendant du soleil? Que le soleil est aussi notre source de lumière en tant qu'humanité? Non. Par exemple, est-ce qu'on peut l'appeler alors le Père? Sans parler de religion, le Père-Mère, si on indique la Terre qui est là. Il n'y a pas quelque chose qui est à apprendre alors de ce monde végétal qui utilise cette chlorophylle. Qu'est-ce qu'il fait le monde, l'arbre? Qu'est-ce qu'il fait l'arbre? Qu'est-ce qu'il nous donne l'arbre? La vie. La vie sur Terre. Mais d'où tire-t-il cela? Du soleil. Et quel est son facteur, qui est le facteur d'évolution? La lumière. Et si l'être humain est constitué de la même manière, quel est son facteur d'évolution? La lumière. Mais comme l'être humain n'est pas qu'une plante, et pas simplement qu'un animal, et que c'est, dit-on, un animal doté de raison, alors la lumière doit lui donner aussi sa nourriture. Pas simplement que physique, pas simplement qu'énergétique, mais aussi dans le plan du sentiment et de la pensée. Vous connaissez Platon? Qu'est-ce qu'il a pris comme allégorie pour parler du bien, du bon et du juste? Qu'a-t-il pris comme allégorie pour pouvoir parler de quelque chose qui est métaphysique, mais qui, pour être métaphysique, n'est pas non existant? Il a pris le soleil. Le soleil comme symbole du beau, du bien et du juste. Parce que dans cette philosophie spirituelle, le beau, le bien et le juste est utile pour l'humanité, en tant que collectivité comme en tant qu'individu. Bien, on va passer au numéro 3. Je vois que pour le moment... Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Ah non, mais je suis trompé d'ordre, c'est pas grave. Bon. J'aurais dû vous lire d'abord le premier, qui est la naissance de... Ah oui, la naissance de la botanique. Alors attendez voir. 64, 64. La naissance de la botanique. Les Grecs anciens se doutaient que les arbres sont plus complexes qu'il n'y paraît à première vue. Bon, ça c'est bon pour nous aussi. Il faut qu'on regarde les arbres en se disant que c'est un peu plus complexe que ce qui apparaît à première vue.
L'un de ceux dont on a conservé les observations est Théophraste, en qui Linné voyait le père de la botanique. Originaire de l'île de Lesbos, aujourd'hui Mytilène, Théophraste fut envoyé à Athènes à l'adolescence pour y recevoir l'enseignement de Platon. À la mort d'Aristote, il hérita non seulement du lycée et de son immense jardin botanique, qui était un des tout premiers, mais également de sa bibliothèque, à ce que l'on dit la plus importante de la Grèce. Ainsi, la majorité des informations qui figurent dans les 227 traités et les 2 livres consacrés à la botanique qu'écrivit Théophraste ont presque certainement été tirées des observations d'Aristote sur la fonction, la physiologie, la signification des plantes. De ça, qu'est-ce qu'on peut apprendre? C'est que la botanique ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu une relation avec la botanique, avec le règne végétal, mais dans le sens philosophique aussi, et pas simplement de la tisane ou des éléments qui sont utiles provenant de la botanique. Il y avait une relation entre chaque règne de la nature et la philosophie, et la métaphysique, et la connaissance de la nature, de sa nature et du reste. Donc en fait, c'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est ça que je voulais ici signaler avec ce qui est écrit ici. Donc on a fait jusqu'au 3. Et ici maintenant. Là, j'ai bon, vous allez trouver quelque chose. Pour le moment, vous ne dites rien. Alors, c'est un peu. Vous allez me convaincre que tout ça n'était pas bon. Alors, voilà. Là, je pense que vous allez réussir à trouver quelque chose. S'il vous plaît. Bien. Il existe. Ah ben, combien existe-t-il d'espèces de champignons? Ça, d'après vous? Des millions de ça. Bon, là, quand même, c'est quand même beaucoup. Bon, il existe quelques 90 000 espèces de champignons. Bon, pas mal. Tous incapables de fabriquer leur propre nourriture, puisque, contrairement aux plantes, ils sont dépourvus de choroplasme, c'est-à-dire ceux grâce auxquels il est possible de faire cette production de nourriture pour soi. Comme ils ont cependant besoin d'énergie, sous la forme de sucre, pour se reproduire, les champignons mycorhiziens, on oublie le nom, pénètrent les racines de plantes vivantes pour dérober du sucre à la plante hôte. En fait, ils absorbent de si grandes quantités de sucre qu'ils en deviennent gigantesques, gros champignons. Si l'histoire s'arrêtait là, le champignon serait un parasite et l'arbre finirait par mourir. Mais le champignon rend l'appareil. En échange des sucres qu'il soutire à l'arbre, il offre aux racines de ce dernier, par le biais de son vaste réseau d'ifs, accès à de l'eau et à des nutriments que l'arbre aurait été incapable d'atteindre et d'extraire de la matrice minérale. Ça, vous avez suivi, je ne vais pas trop vite. Bon, ça c'est un premier point. Quelque chose. Je vais lire le deuxième point. L'arbre est prisonnier de l'endroit où sa graine s'est posée et où a poussé sa racine originelle, liant son sort à un lieu unique. Après cela, il ne peut fuir les prédateurs ou les invasions, aller chercher de la nature ailleurs ou migrer vers un climat plus favorable. Ses racines, en s'étendant, devront trouver de l'eau et des nutriments dissous, tout en ancrant l'arbre de manière qu'il résiste aux assauts du vent, de la pluie et des inondations. L'efficacité des racines dépend de la distance à laquelle elles s'enfoncent, aussi bien que de leur surface qui entre en contact avec les substances dans le sol. Le coussin d'ifs fongiques augmente considérablement le volume de sol qu'un arbre arrive à explorer, les champignons qui sont dessus. Il absorbe l'eau qu'il transmet à l'arbre.
Les ifs parviennent plus efficacement que les racines à extraire des nutriments essentiels, tels que le phosphore et l'azote, qu'ils échangent ensuite avec l'arbre contre du sucre. De plus, ils sécrètent des enzymes qui décomposent les matières azotées présentes dans le sol et tuent même parfois des insectes pour absorber les oligo-éléments qu'ils contiennent, lesquels sont ensuite transférés à l'arbre. Parce qu'on a un enseignement qu'on peut tirer de ça. Collaboration. Ah, un premier mot vient d'être lancé. Collaboration, excellent. Quoi d'autre encore? Il y a une solidarité qui s'instaure et mutuellement ils s'échangent des nutriments pour leur survie aussi. Donc, solidarité, collaboration, codépendance. Oui. Codépendance, interaction, créatrice, positive, harmonieuse, collaboration, parce que les deux bossent. Hein? Les champignons, ils travaillent, comme on vient de le voir, et puis l'arbre aussi, il travaille. Coopération. Et par rapport à nous, là, c'est quelque chose qui peut être inspirant. Est-ce qu'on fait ça dans la société contemporaine? Est-ce que nous coopérons? Est-ce qu'on collabore? Est-ce qu'on est en paix? Est-ce qu'on est capable justement de pouvoir relier les différences? Est-ce qu'on a le sens comme cela de l'entraide et de ce qui a été dit? C'est de la sagesse pure. C'est un arbre. Il faut qu'on vote pour les arbres. Ils ont des plans extraordinaires. Ils ont une expérience extraordinaire. Et puis le fait là, que là où tombe la graine, ben ça y est, hein. C'est-à-dire que la plante qui va pousser là ne peut pas aller ailleurs, ne peut pas fuir. Doit faire quoi alors? Qu'est-ce qu'elle doit faire si elle veut se réaliser? Elle doit s'adapter. Elle doit s'adapter, oui, quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit échanger, elle doit collaborer avec ce qu'il a autour d'elle, ce qui existe. Elle ne peut pas vivre seule. Oui, et puis je vais relire un peu ça. L'arbre est prisonnier de l'endroit où sa graine s'est posée et où a poussé sa racine originelle. Nous, est-ce qu'on a quelque chose qui est semblable, nous, en tant qu'être humain? La famille. Oui, on a choisi sa famille. Peut-être. Donc, pouf, peut-être, mais peut-être pas. Ça, il faut voir un peu les différentes interprétations que l'on peut lire dans des textes peut-être plus, disons, qui se relient à ça. Et puis quoi d'autre encore? Mais le milieu culturel. Ben oui, hein, boum, on est dedans, dans un milieu culturel. Hein, avec tout ce que cela implique. Le milieu culturel il existe avec son identité. Alors continuons ici. De plus, de nombreuses maladies. Pardon, excusez-moi, pas bon. C'est pas bon, ça va. Après cela, il ne peut fuir les prédateurs ou les invasions, aller chercher de la nourriture ailleurs ou migrer vers un climat plus favorable. Il faut faire avec, hein. En fait, il y a la composante de temps qui intervient parce qu'il scelle son destin à jamais. C'est ce qu'il dit, il lie son sort à un lieu unique. Exactement. Une fois qu'elle est là, ça y est. On va essayer de trouver une analogie au niveau de la philosophie spirituelle telle qu'elle est enseignée aussi bien en Orient qu'en Occident. On va continuer là pour voir. Allez, cherche, je l'ai lu ça. Ces racines, en s'étendant, devront trouver de l'eau et des nutriments dissous, tout en ancrant l'arbre de manière qu'il résiste aux assauts du vent, de la pluie et des inondations. Analogiquement, pour nous, faire face à son destin, assumer, résilience, chercher à l'intérieur de soi, là où on vit, chercher les éléments qui sont les éléments qui peuvent nous permettre de nous développer. Non? Oui. Il le fait, lui. Et nous, on a un gros avantage, c'est que peut foutre le camp pour aller à un climat plus favorable. Hein? Les petits oiseaux qui vont vers le sud, hein, ou trouver des tas de solutions pour échapper à ce qui nous revient. Avec cette idée qui est l'idée que le bonheur consiste à éliminer toutes les contraintes.
éviter toutes les difficultés, chercher le confort mental et psychologique. Pourquoi pas? Mais ça ne marche pas avec l'évolution. Donc le mot, c'est karma, mais dans le sens philosophique. Action, réaction. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est un petit peu comme ce qui existe dans une graine. Il faut le planter. Et une fois que c'est planté, il faut faire le travail pour son développement. Le monde minéral, c'est l'horizon. Le monde végétal, c'est la verticale. Déjà, on a une croix. C'est la première croix au niveau du symbolisme. Le monde minéral, c'est l'horizon. Mais avec une tendance, avec une force, avec une impulsion qui fait aussi que parfois ça monte vers le ciel. Sur les montagnes, par exemple, qui deviennent symboles aussi de la sagesse, de la montagne intérieure, de ce qu'il faut gravir et monter. Monter une montagne. Montagne, vous voyez la forme de la montagne, peut arriver à des sommets qui permettent de mieux voir. Et bon, alors c'est ça. Mais l'arbre se verticalise. C'est une vie qui est verticalisée, qui est enracinée, qui monte vers le ciel, qui bourgeonne, qui relie le ciel et la terre, qui est capable de transformer le minéral en quelque chose qui est organique. Grâce aux champignons aussi, apparemment. Il y a une collaboration. Nous, êtres humains, on ne peut pas vivre si on n'a pas d'organisme, si on n'a pas de l'organique. On a besoin de l'organique. Le minéral, nous savons, le squelette, et puis aussi de toute façon des minéraux sous forme de liquide et autres. Après on continue, enraciné. L'étape qui suit, c'est de nouveau sur le sol, mais c'est l'animal. Et l'animal, quel est l'avantage? C'est qu'il se déplace. Il se veut de tous les côtés, il a perdu la racine. Il peut monter, il peut descendre, il peut aller à droite, il peut aller à gauche, il peut aller sous les eaux, etc. Ah, c'est une nouvelle barre horizontale, mais avec un plus, avec des degrés de liberté plus grands que l'arbre. Et après arrive l'être humain, pof, vertical. C'est-à-dire qu'il est passé de 4 à 2, de 4 pattes à 2 pattes. C'est la bipédie. Du point de vue de la physionomie, la bipédie est l'acte ou le signe qui correspond à l'humain. Parce qu'on vient de se libérer, déjà les mains. Et puis aussi toute une série de choses qui sont en train de se passer. Ça fait une deuxième croix. Donc c'est bien. On a d'autres choses, mais on continue. Voilà. Donc c'est 4. Ouais, c'est bien. 5. Donc page. J'ai pas marqué la page. Bon, mais j'ai marqué ici. On va trouver là. 5. C'est pas là. Bien. Ah non, je l'ai lu, ça déjà. 5, c'est fait. Donc 6. 168. Voilà. Quand elle subit l'attaque d'un insecte herbivore, une plante peut également émettre des composés phénoliques, peu importe le terme, qui attirent d'autres insectes se nourrissant de l'envahisseur. Des expériences menées sur des plants de tabac, par exemple, ont révélé que lorsque les feuilles d'une plante sont rongées par des chenilles de sphinx, la plante émet des composés odoriférants qui attirent le Geocoris palens, un insecte ovipare qui se nourrit des œufs de sphinx. Apparemment, c'est une substance chimique contenue dans la salive des chenilles qui déclenche l'appel à l'aide. Bon, déjà, pour la base de la réflexion, c'est qu'il faut toujours s'attendre à être attaqué. C'est-à-dire que le paradis sur terre, ça n'existe pas. Il y aura toujours quelqu'un qui va critiquer, il y a toujours quelqu'un qui va bouleverser, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire. Ça crée donc des situations de conflit. Penser que sa vie n'aura jamais de conflit est une illusion. Il y a toujours des conflits. Bon, le problème, c'est qu'apparemment, ça fait partie de la dynamique de l'évolution. C'est une épreuve ici. C'est-à-dire, le fait de vivre est une épreuve quelque part.
chercher le confort pour vivre tranquillement, ça peut être un objectif, mais aussi on passe à côté de tout ce qui nous arrive et qui nous arrive pour qu'on puisse progresser. Donc il faut réagir. Alors, quel enseignement on peut avoir d'ici là? Vous voyez, je vous le relise. Quand elle subit l'attaque d'un insecte herbivore, une plante peut également émettre des composés phénoliques qui attirent d'autres insectes se nourrissant de l'envahisseur. C'est là que ça se tient. C'est le mode de réaction lorsqu'il attaque. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On réagit, on attaque à notre tour aussi, ou ensemble. Et comment? On va chercher l'aide ou on va chercher... Et comment on fait, nous? Comment est-ce qu'on résout les conflits aujourd'hui? Par exemple, les conflits collectifs, déjà. Parlons des conflits collectifs. Comment est-ce qu'on les résout aujourd'hui? On extermine. On extermine. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on les résout? Avec intelligence? Regardez, l'arbre qui est là, ou la plante qui est là, est attaquée par des insectes. Comment est-ce qu'elle réagit? Réagit par la nature. Réagit par l'intelligence. C'est-à-dire, alors, comme je suis attaqué, il faut que je me défende. Et pour me défendre, je vais mobiliser quelque chose qui, de la nature, vient pour pouvoir faire la défense. C'est de l'intelligence. C'est pas la destruction. Comment est-ce qu'aujourd'hui, au niveau personnel, on essaie de résoudre les problèmes? Lorsqu'on a un conflit avec quelqu'un, comment on fait? Aller en cours. Voilà. C'est la solution. On va en cours. On appelle ça une mentalité procédurière. C'est-à-dire, j'ai un problème et autres, je t'emmène au cours. Ouais, ça y est. C'est-à-dire, au lieu d'essayer de penser que peut-être la situation qui m'arrive est une situation qui a du sens. Et d'essayer de résoudre cette situation-là avec les éléments même de la situation. Est-ce qu'il n'y a pas en médecine une pratique qui est à peu près du même type? Soigner le mal par le mal. C'est quoi? L'homéopathie, par exemple. C'est une autre façon. La philosophie à la manière classique, qui est celle qui intéresse Noël Acropole partout dans le monde, a plusieurs principes fondamentaux. L'un d'entre eux, c'est précisément cela. Il faut utiliser l'intelligence et pas la force. Résoudre les problèmes par la force n'amènera pas à une résolution. Peut-être que simplement passager. Je crois qu'aujourd'hui, on a suffisamment d'exemples pour nous le montrer. L'étude de l'histoire et aussi du monde contemporain. Comment est-ce qu'on va faire? On attaque, on élimine, on extermine. Et après, on utilise une propagande pour faire croire au peuple que on les a attaqués parce que ce ne sont pas des démocrates. Mettons. Quand tu regardes la façon avec laquelle les pays supposément démocrates ont comme système, ça fait un petit peu bizarre. Peu importe. L'idée majeure qui est là, c'est qu'il y a une intelligence qui est une intelligence naturelle. Il y a une intelligence dans les choses. Peut-être qu'on n'y accède pas, peut-être que c'est difficile d'y accéder. Peut-être aussi qu'il y a des enseignements qui peuvent nous permettre de l'approcher, de le comprendre un petit peu mieux. Mais ce qui est certain, c'est que pour résoudre les conflits, il faut utiliser l'intelligence. Il faut privilégier l'intelligence. Sauf que l'intelligence implique un certain nombre de développements. Alors que la force, non. La force des armes, la force du nombre, la force de l'économie. Bien. Je vais le comprendre parce que, dans le fond, les autres insectes qui viennent bouffer les œufs, donc ils viennent exterminer le sphinx jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de problème pour l'arbre. Et c'est parce qu'il y a un équilibre. Bon, là, je ne fais pas le... Mais il y a un équilibre. C'est-à-dire que le conflit, comme il existe, mais avec un équilibre. Autrement dit, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des normes, il y a des mesures. Et la nature nous le montre. Si on prend par exemple les lemmings, lorsqu'ils sont trop nombreux, eh bien, il y a toute une série d'individus, de lemmings, qui vont se jeter dans la mer. C'est comme s'il y avait une norme qui est difficilement préhensible, mais qui fait qu'il y a
équilibre. On va voir tout à l'heure un autre élément qui va être là. Cet équilibre-là fonctionne parce qu'il n'y a pas de conscience comme notre conscience, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien ou mal par rapport à l'élimination du sphinx. Tandis que l'humain se mettrait à interpréter si c'est bien ou pas d'éliminer pour ajuster l'équilibre. Exactement, d'où l'importance que l'humain de se relier à une sagesse. Parce que précisément, c'est ça qui fait la différence. La différence, c'est qu'elle a raison. Et quand on a la raison, ça ne veut pas dire qu'on raisonne toujours bien. Ce n'est pas le fait de raisonner qui implique directement qu'on va raisonner bien. Mais dans ce cas-là, l'autre insecte, il n'est pas éliminé, il est contrôlé par un équilibre naturel. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mécanisme dans la nature qui est une sagesse en soi, qui fait que tout ça s'équilibre, mais il n'y a jamais un qui disparaît complètement. Les guerres, quand l'humain décide de mettre son poison, il élimine tout. En fait, ça dégénère, mais c'est tout le temps dans le but de contrôler. T'sais. Les guerres ne sont jamais... Ça garde un équilibre. Il n'y a pas l'élimination d'une espèce. Le but, c'est ça, c'est qu'il faut s'entendre par qu'est-ce que ça veut dire contrôler. Mais on va continuer avec tout ça, on pourra parler dans la deuxième partie. Échanger. Bon, un autre... Ah oui. Nous ignorons toujours nombre de choses sur les arbres. Parmi ces zones d'ombre figurent des questions matérielles. Le nombre d'hormones que produit un arbre, par exemple. Mais il est aussi des interrogations dont l'objet est moins tangible. Les arbres sont-ils des êtres solitaires ou atteignent-ils à leur vraie nature en s'associant à d'autres plantes et à des animaux? Les scientifiques croient que les deux hypothèses recèlent une part de vérité. On rentre dedans. Les arbres sont des êtres collectifs, parfois au point d'en devenir quasi communautaristes. Ils poussent en groupe de plusieurs individus, comme mus par un désir de réconfort ou de protection. Ils entretiennent des relations, notamment des relations sexuelles, par le biais de la pollinisation croisée, et vont jusqu'à communiquer avec d'autres arbres qui font partie du même peuplement, qu'ils appartiennent à la même essence qu'eux ou à une essence différente. Ils fonctionnent au bénéfice de la communauté, de manière parfois étonnante, et forment des partenariats fondés sur la réciprocité avec d'autres espèces. Espèces quelquefois si éloignées qu'elles appartiennent à un ordre différent. Dans L'Arbre, John Fowles écrit « Bien plus encore que nous, les arbres sont des êtres sociaux pour qui vivre comme des spécimens isolés n'est pas plus naturel que pour un homme vivre en Robinson sur une île déserte ou en ermite dans la montagne. » Est-ce qu'il y a quelque chose qui est intéressant avec son même dire? Oui. Non. Ils se supportent l'un l'autre. Ils fonctionnent au bénéfice de la communauté. C'est intéressant, non? Fonctionner au bénéfice de la communauté. C'est quelque chose qui est assez inspirant. Ça fait partie d'une vision de la sagesse. Non? Quel est l'inverse? Quel est l'inverse de fonctionner au bénéfice de la communauté? L'individualisme. Et comment ça se manifeste, l'individualisme? Quel est? Égoïsme, rapacité. Égoïsme, rapacité, quoi d'autre encore? C'est déjà pas mal, hein? Mais un arbre seul dans un champ, on pourrait penser qu'il y a toute la lumière qu'il lui faut, il n'y a pas de compétition, puis ça va bien aller, mais en réalité, il y a une espérance de vie très, très courte sans le support des arbres. Et on va continuer. Il fonctionne au bénéfice de la communauté de manière parfois étonnante. Et forme des partenariats fondés sur la réciprocité avec d'autres espèces. Quelle inspiration cela peut nous donner à nous en tant qu'êtres humains?
la réciprocité avec d'autres espèces. Traduisons-le au niveau humain, au niveau de notre humanité. Conserver les relativités culturelles, la diversité, la richesse que chaque peuplade peut apporter. Oui, c'est-à-dire les différentes races, entre guillemets, les cultures différentes. Comme par exemple, peut-être qu'il y a quand même un moyen de penser que l'islam n'est pas l'irrationalisme total, composé d'individus qui ne pensent qu'à la destruction, qui sont des fanatiques, etc. Et à l'envers, penser que le monde occidental n'est pas l'incarnation du diable. Genre, c'est-à-dire harmonie entre les peuples, harmonie entre les différentes cultures. C'est pas évident. Parce qu'aujourd'hui, la tendance est que moi, je suis d'accord à harmoniser avec l'autre culture dans la mesure où elle devient comme moi. Si elle devient ma culture, je peux m'harmoniser avec. Alors, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, ce qu'on est en train de lire ici par rapport à l'arbre, non? Je ne sais pas comment le dire comme tel, mais il y a cette notion de transcender les différences parce qu'il n'y a pas une conscience du moi. Il y a juste la conscience de ça. Les arbres, ils ne vont pas se dire que je suis venu ici pour ramasser le plus de minéraux possible ou le plus de... C'est comme l'humain, il a cette conscience de le moi. L'ego. Oui, je ne sais pas comment on l'appelle. À cette heure-ci, l'ego, il a plein de sens. Mais c'est ça, les arbres, il y a comme une conscience différente. Je viens pour la communauté, je viens pour vivre. Oui, tout à fait. C'est pour ça que comme on ne peut pas avoir le même enseignement directement à partir des maîtres de sagesse qui pourraient être des individus, comme je le dis au départ. Alors je dis, alors on va regarder les arbres. Par analogie. Tout ceci est une analogie. Mais simplement aussi, c'est une réalité de la nature. C'est-à-dire, imaginez un instant qu'il n'y ait pas d'arbres, qu'il n'y ait pas de forêt, qu'il n'y ait pas de règne végétal, qu'il n'y ait pas de règne minéral, qu'il n'y ait pas de règne animal, qu'on n'ait pas ça. Toute la connaissance qui est celle que nous avons nous vient de la nature. C'est par l'étude de la nature que nous avons la connaissance telle que nous la développons. Et après, on applique ce qu'on retire de ces connaissances-là au niveau de la technologie. C'est sûr qu'un ordinateur ne pousse pas dans un arbre, mais les principes qui sont les principes de tous ces composants, la manière avec laquelle les éléments interagissent et autres, font partie des résultats de tout ce qu'on a pu étudier dans le temps, dans la nature. Là, c'est sûr que je ne suis pas en train de dire que l'arbre, il fait un conciliabule, qu'il a un conseil pour décider de la politique qui va être faite. Nous, oui. Nous, on a des gens, on a voté pour des gens qui décident de notre avenir en tant qu'individu et de notre avenir en tant que collectivité. Ils discutent. On ne sait pas de quoi ils discutent. On ne fait pas partie de ce qu'ils discutent. Nous, on met à un moment donné un papier dans une urne, qui n'est pas une urne funéraire, c'est l'urne. On espère, non. Tac, voilà. Et après, c'est eux qui décident. Ils nous conduisent. Et puis de temps en temps, on change. Alors au bout d'un certain temps, on change. Alors quand on change, ceux qui prennent le pouvoir disent nous, on va faire bien. Puis quelques jours après, ils disent on ne peut pas faire bien parce que tu as vu l'état dans lequel on ne savait pas qu'il nous a laissé une situation aussi négative. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Je pense qu'on a peut-être vu de nous autres. En fait, je pense que l'humain fonctionne comme l'arbre à la base. On a la prétention de se dire qu'on réfléchit, mais le monde, la nature, a fait ce que l'arbre y fait. On se fait nous-mêmes inconsciemment ce que l'arbre va faire aussi. C'est-à-dire que s'il y a trop de monde, on va réagir pour stabiliser justement la nature pour qu'on continue. Mais on ne peut pas stabiliser sans normes. On ne peut pas stabiliser, mais... Ni harmoniser sans normes. Pas nous en tant qu'être humain. Nous, l'être humain, c'est un animal doté de raison. D'après ce que nous dit la science. Pas la science ou la connaissance. C'est un animal doté de raison. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on utilise? La raison. Il faut qu'on utilise ici. Il faut qu'on soit capable d'apprendre à réfléchir, à analyser, à pondérer, à découvrir. Et pour cela qu'il faut se relier à des éléments qui sont porteurs de sagesse, et pas simplement d'idéologie.
L'arbre, on ne va pas lui demander ça. Mais je répète, c'est encore analogique. C'est pas pour rien que des éléments de la nature ont été pris comme des symboles dans les textes qui nous parlent de spiritualité. Laissez-moi le temps de finir et après on va dans la deuxième partie. Hein, on y va là de tous les côtés. Alors attendez voir, j'en suis où? Oui, là ce sont des points qui sont intéressants. D'accord, voilà, page 74. Vous vous rappelez ce qu'on vient de voir, hein, c'est-à-dire qu'ils sont des êtres collectifs. Non. Si l'arbre fait partie d'une communauté, il est lui-même une communauté formée de parties disparates. Racines, tronc, branches, aiguilles, cône, cœur et écorce. Son autonomie découle de ce qu'il a développé avec le temps, un réseau qui relie tous ses membres de façon relativement constante. Non seulement il lui faut acheminer l'eau depuis le sol jusqu'aux feuilles et faire parvenir les nutriments des feuilles jusqu'aux racines, mais d'autres composés doivent aussi être véhiculés avec efficacité. Peut-être même avec plus d'efficacité que l'eau et la nourriture. Bon, si l'arbre fait partie d'une communauté, il est lui-même une communauté formée de parties disparates, racines, troncs, branches, aiguilles, cônes, cœur et écorce. Son autonomie découle de ce qu'il a développé avec le temps, un réseau qui relie tous ses membres de façon relativement constante. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ça? L'équilibre entre l'esprit, la santé, tous les aspects de l'humain, dans le fond. Voilà. C'est-à-dire, ce qu'on peut retirer dès le départ, c'est que l'être humain n'est pas un. Il est lui-même un composé. On peut parler, par exemple, du mental. C'est sûr qu'on a un mental. Tout le monde est conscient qu'on a un mental. Sinon, on ne serait pas ici, de toute façon. Ou lire un livre, ou regarder un film, ou faire des études, etc. Bon, on a aussi une psyché. Personne ne doute qu'on a une psyché. Et on a aussi des dictons qui nous disent que le cœur a ses raisons, que la raison n'a pas, et bli et bla. C'est-à-dire qu'il y a aussi des membres à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est évident qu'on a aussi un dynamisme, on a une vitalité, on a un corps, on a un organisme, non? Donc là, qu'est-ce que l'on a? On a que la capacité de perdurer, la capacité de durer est aussi basée sur la capacité de relier des choses contradictoires, apparemment quand on les prend un à un, dans un tout harmonieux. C'est pas de la sagesse, hein? C'est pas quelque chose qu'il nous faudrait de marier le cœur, la raison et le corps, de pouvoir avoir une conscience de tout ce qui nous constitue et d'apprendre à harmoniser tout cela petit à petit. Bon, bien. Après on discute. On arrive. Ok. J'ai bientôt fini. Ah, ça c'est intéressant aussi. Oui, c'est un maître de sagesse. Bon. À l'échelle des aires géologiques, le changement est la règle plutôt que l'exception. Le Soleil est maintenant presque 30% plus chaud qu'il ne l'était lorsque la vie est apparue sur la Terre. Des chaînes de montagnes se sont formées et sont tombées en poussière. Des océans se sont emplis puis taris. Des époques glaciaires se sont succédées. Pendant tout ce temps, la vie a non seulement subsisté, elle a prospéré. Grâce au polymorphisme génétique, il existe toujours chez une espèce un réservoir de gènes offrant une variété de combinaisons dont quelques-unes peuvent se révéler mieux adaptées aux conditions changeantes que ne l'étaient celles des parents. La différence offre résilience et adaptabilité. Ainsi, on dirait que la nature s'en remet à une série de différences s'emboîtant les unes dans les autres comme des poupées gigognes. La diversité génétique est présente au sein de chacune des espèces. Plusieurs types d'espèces différentes peuplent chaque habitat. Une variété d'habitats se déploie à l'intérieur des écosystèmes et un large éventail d'écosystèmes occupe la planète. C'est la diversité qui a donné à la vie sa résilience à l'intérieur de la biosphère. Comme le remarque l'anthropologue Wade Davis, il est cependant une autre sphère où la diversité est aussi centrale pour la survie, celle des hommes.
Partout sur la Terre, les cultures humaines, des Inuits de l'Arctique aux Kayapos du bassin amazonien, à les aborigènes d'Australie, au peuple San du désert de Kalahari, ont, au fil de centaines de générations, accumulé un savoir qui leur a permis de prospérer dans des environnements extrêmement divers. Chaque base de savoir est profondément enracinée dans la compréhension d'un lieu, d'un foyer. Le savoir que possède l'ensemble de ces cultures constitue l'ethnosphère, somme de toutes les façons qu'ont eu les êtres humains d'imaginer le monde et son fonctionnement et de penser la place qui est la leur au sein de ce monde. J'ai fini. Si les différents niveaux de diversité biologique dans la biosphère sont essentiels à la persistance de la vie sur Terre, la diversité à l'intérieur de l'ethnosphère est garante de l'existence d'un savoir ou d'un ensemble de connaissances communes qui a joué un rôle crucial dans la survie de l'espèce humaine au sein d'une extraordinaire variété d'écosystèmes. C'est long, hein? Et de ça, qu'est-ce qu'on peut retirer? Que notre passé n'est pas dépassé. Que notre passé n'est pas dépassé. Ça veut dire que de notre passé, on peut retirer quelque chose qui nous inspire et qui nous aide ici et maintenant. On appelle ça philosophie de l'histoire. Et c'est quelque chose qui n'est pas très commun aujourd'hui. Parce que quand on parle de la philosophie de l'histoire ou de l'étude des civilisations anciennes, par exemple, pas d'un point de vue des choses purement matérielles, mais de leur vision du monde, de l'expérience qu'elles ont vécue, pour justement être une source pour ce que nous sommes et où nous allons, c'est du passéisme. Il faut être de son temps. Être de son temps, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vivre ici et maintenant, mais en étant enraciné dans l'histoire. Nous sommes les résultats d'une longue histoire. Et si on arrive à l'intégrer, peut-être qu'on aura une meilleure vision de l'avenir dont on a la responsabilité. Il faut conduire le bateau. Hein? Donc ça se passe là, chez les arbres. Bien, alors, on arrive, j'en ai encore plus que 2. Ouf. Bien, 235. Là. L'idée voulant qu'une forêt forme une communauté d'arbres a été énoncée par le géographe russe Georgi Fedorovitch Morozov, qui, bien que quasiment inconnu à l'Ouest, est le père spirituel de l'écologie moderne. En 1913, Morozov écrivit: « Une forêt est un seul et unique organisme complexe, dont les parties entretiennent des relations régulières et, comme tout autre organisme, elle se caractérise par une certaine stabilité. Si cette stabilité est altérée ou anéantie par les êtres humains ou par un changement climatique, la forêt en pâtit, dans certains cas de manière irréversible. Et non seulement la forêt, mais aussi les nombreuses créatures qui forment la communauté forestière, laquelle inclut les êtres humains. Morozov considérait qu'une forêt n'est pas simplement une accumulation d'arbres, mais elle est elle-même une société, une communauté d'arbres qui s'influencent mutuellement, donnant ainsi naissance à toute une série de nouveaux phénomènes qui ne sont pas des propriétés des arbres seuls. Les plantes s'adaptent non seulement à de nouveaux climats et à des conditions de sol, expliqua-t-il, mais les unes aux autres, ainsi qu'aux animaux, aux insectes, aux oiseaux et aux bactéries qui les entourent. La forêt est semblable à un château de cartes compliqué, à l'équilibre délicat, dont aucune composante ne peut être retirée sans entraîner l'effondrement de la structure entière. On peut faire le parallèle avec la ville aussi, puis la communauté humaine. Tout ça, ça tient par pas grand-chose aussi. On peut enlever un élément de cette structure-là, puis ça devient un peu le chaos. Puis... Oui, mais quelle différence y a-t-il? C'est que nous sommes maîtres de notre destin.
aussi bien individuellement que collectivement. Ça, on a un rôle. Nous avons une responsabilité individuelle ou responsabilité éthique. C'est une responsabilité. Personne ne nous aide là. On n'est plus dans la nature dans le sens d'une relation instinctuelle ou instinctive. C'est comme le résultat des forces de la nature et des équilibres de ces forces-là. On n'est plus là-dedans. Là. Maintenant, on a un pouvoir. C'est le pouvoir de décider. Nous sommes seuls en ce sens. Il n'y a pas d'aide là. C'est nous qui devons bâtir le monde de demain, individuellement et collectivement. La liberté, on l'a déjà. Nous sommes déjà libres. Libres de choisir, libres de faire, libres d'étudier, libres d'analyser. Dernier. Et après, on fait la pause et on fait notre débat. Où il est le dernier? Allez, voilà. Non, c'est un bon bouquin. Surtout que c'est un livre de science. Hein. Ce ne sont pas des données qu'il interprète comme un poète. C'est un livre de science. Exprimé avec style, quand même. Comme les arbres, c'est là dans le dernier passage, comme les arbres, les idées ont besoin d'un riche terreau pour prospérer. Et même dans ces conditions, elles peuvent prendre aussi longtemps à parvenir à maturité que le sapin de Douglas. Le sapin de Douglas, c'est son arbre à partir duquel il raconte toute cette histoire-là. Comme les arbres, les idées ont besoin d'un riche terreau pour prospérer. Et même dans ces conditions, elles peuvent prendre aussi longtemps à parvenir à maturité que le sapin de Douglas. Pendant la première moitié du XIIIe siècle, une véritable révolution vint bouleverser la pensée scientifique européenne sous l'égide de l'empereur Frédéric II, du Saint-Empire romain germanique. Au Moyen Âge, les ouvrages des Grecs anciens avaient été perdus ou bannis par l'Église, et les penseurs romains n'avaient guère apporté de contribution significative à l'avancement des connaissances scientifiques. Au cours du règne de Frédéric II, les textes grecs furent redécouverts, traduits en latin et rendus disponibles à une population de plus en plus lettrée. Parmi ces textes se trouvaient des œuvres d'Aristote, d'Euclide, de Ptolémée, d'Archimède, de Dioclès et de Galien, des ouvrages arabes de médecine, d'astronomie, d'optique et de chimie, étaient également lus et commentés, surtout dans leur traduction latine. L'idée qu'il y a là, c'est que nous aussi on a besoin d'un terreau. Nous sommes des arbres humains, on a besoin d'un terreau. Et c'est quoi le terreau? C'est quoi l'équivalent pour nous du terreau? C'est pour ça que j'ai lu un peu plus là. La tradition. La tradition. Notre histoire littéraire, notre histoire artistique, notre histoire événementielle. Nous sommes les enfants d'ancêtres et nous sommes les parents de ce qui va suivre. Nous allons léguer à nos enfants un monde. Alors on va essayer de le faire de la meilleure façon possible. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, vous pouvez nous suivre via notre site internet à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel sur notre site internet à montréal.acropole.ca/contribuer.